Bordel. Bonsoir, bonsoir à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Ça fait une arrivée bizarre quand même là en ce moment, hein Hugo, hein bonhomme. Tu veux dire bonsoir à tous ceux qui regardent le replay? Voilà. Bonsoir, oui, on regarde le replay. Merci en tout cas de consacrer une vingtaine de minutes à cet épisode numéro 45, c'est ça? Oui, je sais même plus. Du meilleur est à venir. En ce jour férié 11 novembre, pensons tout de même à tous ceux qui ont permis, malheureusement à cause de la guerre, et qui ont sacrifié leur vie, et qui nous permettent de vivre heureux et libres en ce moment. Hein, Hugo? Pour les futures générations qui ont fait ça. Salut Stéphane, salut Manon, ça va? Ah, tu vois Hugo, Manon, elle te dit bonsoir Hugo. Tu veux dire bonsoir à Manon? Vas-y. Bonsoir. Eh oui Manon, voilà, il suffit de demander. Ok bonhomme, alors tu sais ce que tu vas faire maintenant? Non. Tu sais pas, eh ben, on va faire pour le mieux en tout cas, parce que le petit bonhomme là, il a la forme ce soir, je peux vous dire. Tiens, si tu vas aller voir, tu sais la télé, il y a le programme là-bas. Tu vas aller voir? Non. Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous croyez? En tout cas, c'est intéressant de savoir que vous êtes là, malgré... salut Pascal, salut Suzy, et bonsoir Hugo, ouais. Salut Claire, ça va? Oui, merci en tout cas d'être là, ça me fait très plaisir. Et donc pendant 20 minutes, on va bien sûr bavarder de différents sujets, essayer de toujours trouver ce côté optimiste, ce côté qui nous permet d'avancer. Ah, il y a eu un petit bruit, Hugo. Il faut faire attention. Là, c'est la. Tu peux pas faire ça, Hugo. Tu peux pas mettre la machine là. Je vais peut-être devoir m'absenter quelques instants parce que Hugo est en train de toucher à tout ce qui est dans la cuisine. Et alors, là, il a appuyé sur, vous savez, sur les plaques à induction. Non, Hugo, non, 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 non. Attends, attendez une seconde. Là, il faut vraiment que j'y aille. Allez, Hugo. Voilà. Là, c'est pas possible, bonhomme. Ça va être comme ça pendant 20 minutes. Parce que là, ce soir, je suis tout seul, donc ça va être sympa. Salut Richard, salut Maribo, tu vas bien? Allez, on va attaquer tout de suite Le meilleur est à venir, épisode 45. 45, on est bien d'accord. Et on va attaquer tout de suite avec... Qu'est-ce qui se passe, Hugo? Ah, Hugo veut regarder papa qui travaille. Parce qu'on lui dit que je travaille, bien sûr, et oui. Allez, on y va quand même. On va essayer de rester sérieux et de pas se déconcentrer avec Hugo. Salut Nicolas, tiens, tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir là. Martine aussi est là. J'en ai raté, j'ai raté du monde là. Mais c'est pas grave. Allez, le moment suspendu, vous le savez, c'est ces petits moments de la vie, surtout à travers les photos, qui vous permettent de vous dire que la vie est belle, la nature est belle, et de communier avec cette nature. Aujourd'hui, c'est une photo signée Aude que je vais vous montrer. La voici. Ça, c'est une, ça, c'est une photo. Tu vois? Regarde la photo. Elle est belle, hein? Je peux pas bien la cadrer, je vous la mettrai sur la page Le meilleur est à venir. C'est la photo d'Aude. Merci à elle en tout cas d'avoir fait ce joli cliché. Et c'est en tout cas très sympa de sa part de l'avoir fait. Hop là. Allez Hugo. Ça va être comme ça pendant 20 minutes. Hein. Là, c'est vous qui allez rire. Et pourtant, j'avais prévu de belles choses. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir tout faire. Donc, merci à Aude pour son moment suspendu. Je garde un œil sur le petit ninja parce que je ne sais pas ce qu'il va faire encore. Et donc, j'ai comme d'habitude, quelques petits posts que vous avez vu peut-être passer sur les réseaux sociaux. Merci pour les compliments. Merci pour lui. Je le répète pas, je lui dis pas parce que sinon, il va vouloir revenir et en avoir d'autres. Non, 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 non. Alors, moi, j'ai trouvé des choses intéressantes aujourd'hui. Celle-là, on commence avec celle-là tout de suite. Mac, présent. iPhone, présent. iPad, présent. iWatch, présent. Voilà, j'ai fait l'Apple. Fussoir, ils ont toujours des bonnes blagues. Elle est bonne celle-là. Moi, elle m'a bien fait rire, alors j'espère qu'elle est bonne aussi pour vous.
En tout cas, je la trouve fort sympathique. Une autre qui est passée et qui était assez sympa aussi, c'est ceux des Belges qui vont découvrir le Titanic. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer celle-là, mais celle-là m'a bien fait rire. D'ailleurs, elle m'a fait presque pleurer. Allez, celle-là, elle est excellente. Près de 100 ans après son naufrage, les plongeurs belges ont été surpris de voir que la piscine du Titanic était toujours remplie d'eau. Elle est bonne, hein? Je sais pas si elle vous fait rire, mais en tout cas, elle me fait bien rire. Donc voilà. Et donc, ça, c'était pour les blagues. Il y en a d'autres, hein, mais je veux pas trop traîner parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir. Et j'ai une petite histoire sympa à vous raconter. On va faire un petit peu avec, excusez-moi, parce que le petit samouraï revient. Et on va l'envoyer au loin. Voilà, parce que sinon, on va pas y arriver. Et lui, il pense que c'est un jeu, bien sûr. Donc, ça va durer pendant tout le temps. Ça va être difficile de rester concentré. Mais on va essayer. Parce qu'en fait, je voulais vous parler de choses importantes. Je voulais vous parler du vote de 2017. Et j'avais des informations. Et en fait, ça va être un petit peu difficile. Mais bon, on continue. Oui, alors, oui, je sais. Merci pour les rires, etc. L'eau de la piscine, oui. Salut Christelle. Une autre... tu sais, Hugo, chaque fois que tu montes, papa, il va te descendre, hein. Donc, même si tu montes, tu vas pas pouvoir venir. D'accord? Regarde ce que je fais, tu vois? Tu vois, tu vas pas pouvoir venir. Papa, il va pas te laisser. Eh oui, parce que papa, il est en direct, là. Et il a du travail à faire. Vous avez entendu? Ça, c'est l'esprit rebelle. Mais je voulais vous parler un petit peu de Trump. J'en ai déjà parlé en long et en large. Bon, ce qui s'est produit, c'est produit. Vous voyez la transition en ce moment à la Maison-Blanche? Ils vont faire ça d'une façon très élégante. Ce sont les Américains. Toujours l'efficacité et toujours à faire un petit grimace qui va bien. Oh! Excusez-moi. Il est tombé. Hop, 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 hop. Oh, il est tombé. Oh, il est tombé. Oh là là. Oh là là. C'est en direct. Oh. Tu t'es fait mal? Oh. Désolé, hein. Je prends une minute. Fais voir où est-ce que tu as mal. À la tête? Tu veux que papa y souffle? Tu veux pas que je souffle? Non? Oh. Eh ben, ça va être dur, hein. Je voulais vous parler de Trump. Je vous avais préparé une belle histoire, mais ça va être difficile, là, je crois. Oh. Tiens, regarde. Tu veux que papa y souffle, là, pour soigner? On va souffler, regarde. Il n'y a pas un docteur. Ben non, il y a un docteur. On a besoin d'un docteur. Regarde. Tu sais que tout le monde te regarde en ce moment. Tu sais? Eh oui. Eh oui, regarde. Et il met des petits messages pour Hugo, tu vois? Regarde. Regarde, tu vois, il y a Sari qui t'envoie des petits cœurs. Il y a Martine qui te dit c'est le direct. Ouais, il sort. Et tout le monde te regarde en ce moment. Ça va mieux, là, la tête? Oui? Tu vas aller te reposer un petit peu? Hein? Un bonhomme. Eh ouais, tu vois, là c'est Maribo qui a mis des petites, hein, des petits likes et des petits cœurs. Alors je sais pas qui est-ce qui a mis le petit cœur qui vient de passer, mais en tout cas ça l'intéresse. En tout cas merci de votre participation pour. Je suis vraiment désolé. Ah c'est Manon les petits cœurs et Maribo. Regarde Hugo, regarde les petits cœurs. Tu vois ça c'est pour toi. Christelle aussi. Et là il a plus de petits cœurs que moi là. Dis donc t'en as plus que moi des petits cœurs. T'en as de la chance. Et ouais. Tu leur fais un petit sourire? Tu leur dis merci? Ben voilà, merci. Ah oui, là vous allez avoir mal au doigt, hein. Merci Suzy. Nicolas, tu as fort bien et vite ton rôle de papa. Là j'ai pas le choix, je veux dire, je suis en direct, je veux pas couper, je veux continuer, j'ai des choses à vous dire, c'est important. Mais je voulais savoir si c'était pas blessé parce qu'il a fait une belle chute là en tombant de la chaise. Ça va maintenant? Tiens, regarde. Tiens, va voir si la chaise elle va bien. Regarde. Demande à la chaise si elle est malade. Tu vas lui demander à la chaise si elle est malade? Elle va bien? D'accord. Eh bien, si tu veux, tu peux aller dans la chambre. Tu sais, il y a la télé, je t'ai mis le programme dans la chambre. Tu veux aller voir? Ina Ina Eba? Alors, on va te cacher alors. D'accord? Ina Ina Eba?
Maman, elle va revenir, elle n'est pas là, maman. Allez, j'essaie de revenir un petit peu, vraiment désolé, mais bon, ce sont les aléas du direct, comme on dit. Et donc, on va revenir un petit peu à ce dont je voulais vous parler, à Trump. J'en ai déjà parlé en long et en large. Mais il y a eu des petites choses sympas sur Trump qui sont passées. J'ai bien aimé celle-là. Ceux qui connaissent la bande dessinée qui s'appelle Calvin and Hobbes aux États-Unis, vous les connaissez, c'est ce petit rose, ce petit garçon avec son tigre en peluche. Et là, ce qu'ils disent, je vous le traduis en français, je me demande si je peux refuser d'hériter ce monde, ou le monde. Et Hobbes répond, je pense que si tu es né, c'est trop tard. Et ça, bien sûr, c'est par rapport à l'élection de Trump. Alors oui, on hérite de choses, on ne peut plus reculer. C'est lui le président des États-Unis et les Américains ne peuvent plus reculer. À moins qu'il y ait un événement malheureux, mais autrement, ça va être 4 ans de Trump, sauf s'il fait vraiment une connerie. Et d'ailleurs, il y en a une qui est joliment passée, j'ai bien aimé celle-là, regardez celle-là, elle est belle celle-là. 2008, Hope. 2016, oh putain! Elle est excellente, je ne sais pas qui est-ce qui a fait ça, mais c'est vraiment bon. Et j'en avais une petite dernière à vous montrer, si je la retrouve, mais je vais peut-être pas la retrouver. Parce que c'est pas grave du tout, etc. Donc, ce que je disais l'autre jour, c'est qu'on a subi un choc. Tout le monde a subi un choc. Et j'expliquais qu'en France, il va y avoir peut-être un choc en mai 2017. Et c'est à nous d'agir et de faire des choses pour que ça ne se produise pas. D'agir avec raison, de bien réfléchir, de prendre faire un pas de recul, regarder ce qu'il y a comme candidat. Et moi, j'ai dit, je ne vais pas voter pour un candidat en 2017. Je vais voter pour une action. Et j'insiste là-dessus, parce que les candidats, le problème en France, c'est qu'on ne peut pas avoir un Trump. Enfin, quand je dis un Trump, c'est-à-dire quelqu'un issu d'un milieu complètement différent de la politique. Vous savez que la politique en France est cadenassée. Donc le seul moyen, c'est si pour moi, à mon avis, si un des politiciens décide d'avoir une action qui change de tout ce qu'il propose. C'est-à-dire un programme politique avec du boulot, résorber le trou de la sécurité sociale, travailler plus pour gagner plus, enfin n'importe quoi. Toutes les conneries qui nous sortent depuis 30 ans, voire 40 ans maintenant, et qui ne changent absolument rien. Je vous l'ai dit, si Juppé est élu, il a de grandes chances d'être élu, il ne va rien changer, le jeune Juppé. Ça, c'est certain. Donc, il faut voter pour une action. Et on va attendre de voir les actions. Là, c'est la porte, c'est Hugo qui ouvre la porte. Et donc, quelles actions? Je vous avais dit, il y avait Mélenchon qui propose de convoquer l'Assemblée constituante s'il est élu, et donc tout de suite de changer la Constitution. Et c'est peut-être une bonne chose, c'est peut-être comme ça qu'on va s'en sortir. Et d'autres ont parlé de vote blanc. Alors, les votes blancs, c'est une bonne et une mauvaise solution. Parce que depuis 2014, c'est une bonne nouvelle, les votes blancs sont comptés. Ils sont comptés en dehors des votes nuls. Les votes nuls, c'est quand vous écrivez sur le bulletin ou quand le bulletin est déchiré, donc le vote ne compte pas. Et avant, les votes blancs n'étaient pas différenciés des votes nuls. Donc on ne savait pas qui votait blanc, parce que voter blanc, c'est un vote politique. Vous exprimez votre opinion. Vous êtes en train de dire, je n'aime ni cette personne, ni celle-là, et donc vous dites, ils sont pas bons. Le problème des votes blancs, je vais vous dire ce que c'est que les votes blancs ne sont pas comptés comme suffrage exprimé. Ça veut dire qu'ils ne vont pas compter pour l'élection. On va dire il y a eu tant de pourcents de personnes qu'on voté blanc, mais c'est tout. Il va y avoir rien d'autre. Ça n'aura aucune conséquence sur l'élection. Parce que imaginez une seconde qu'on compte les votes blancs. Hein? Imaginez une seconde. Vous allez voir les conséquences au niveau de l'élection présidentielle. Si on avait compté les votes blancs depuis 1974. Alors, le problème, c'est qu'on ne savait pas combien il y avait de votes blancs et combien de votes nuls. Donc, on les a mélangés, ils sont mélangés, donc on va faire avec. Voilà, on va vous montrer ça, je vais vous montrer ça. Voilà, regardez bien. Attends, Hugo, là, papa, il n'a pas beaucoup de place. Regardez, en haut, vous voyez l'élection de Giscard d'Estaing en 1974. Il a été élu avec 50,8% des voix. Mais si on avait compté les votes blancs, il n'aurait eu que 50,1%. Mitterrand en 81, pareil, il serait passé tout juste à 50,3%. Chirac, vous le voyez, Chirac ici, attends, je vais vous monter un peu. Chirac en 95, eh ben, il ne serait pas passé. Si les votes blancs avaient comptabilisé, il n'aurait eu que 49,5% des voix,
à ce moment-là, il n'aurait pas pu être élu président. Et je vous le montre vite fait, mais c'est la même chose en 2012 pour, comment il s'appelle lui là? J'arrête jamais le flambi. Hollande, voilà. Il n'aurait pas été élu. Dire si les votes blancs avaient été comptés comme votes exprimés, pour attendre 50% plus une voix, il n'y aurait pas eu les votes blancs dedans, donc il n'aurait pas été élu. Alors voilà, il y a quelque chose à faire, mais c'est trop tard pour la présidentielle de 2017. Donc les votes blancs, il faut oublier. Les votes nuls, il faut oublier. Vote nul, c'est laisser plus de chance à ceux qui votent, en fait. Donc surtout pas le vote nul. L'abstention, je ne trouve pas que c'est une bonne solution. Donc, à mon avis, la meilleure solution, c'est de choisir un vote blanc, je ne sais pas, mais plutôt de choisir une action. Et on va voir ce qui va se passer, parce qu'il y a encore 6 mois de campagne, on a largement le temps d'en profiter. Et donc, on verra à ce moment-là ce qui va se produire et ce qui va se passer. Donc, ça pourra le faire. Une petite information encore que je voulais partager avec vous et qu'il faut savoir. Regardez-moi ça. Ces chiffres sont assez inquiétants, surprenants. Et vous voyez, il y a les sources, j'ai les sources, c'est pas moi qui les invente. 88% des Français ne font pas confiance aux partis politiques, sans doute. 66% des Français pensent que les institutions de la Ve République sont dépassées. On a la confirmation. 0,58% des Français adhèrent à un parti politique. 0,58%. C'est-à-dire une extrême minorité. Et bon, je vous passe les autres chiffres, mais le dernier est assez intéressant aussi. 50%, plus de 50% des Français sont abstenus au premier tour des régionales de décembre 2015. Ça veut tout dire. On n'en a rien à faire de la politique, on est fatigué avec tous ces gars-là, et puis voilà quoi. Il n'y a rien à dire. Mais si on a l'impression d'aller voter et de ressembler un petit peu à ça, si je le retrouve, je vous l'avais déjà montré, mais cette photo, ce cliché est fantastique. Voilà, quand on va voter, ça ressemble un petit peu à ça en ce moment. Hein, vous choisissez quel loup. On est un petit peu les moutons, ou les dindons de la farce, si vous préférez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, suite de l'histoire dans les prochains numéros, les prochains épisodes du Meilleur est à venir, car je vous rappelle que c'est pour ça que j'avais commencé cette série au tout début, pour pas sombrer dans le pessimisme de cette campagne électorale qui va nous mener nulle part si on n'agit pas. J'ai pas la clé, j'ai pas la réponse, je suis d'accord avec vous qu'il faut faire quelque chose, et on va voir ce qu'on peut faire, et moi je vous dirai ce que je ferai au premier tour en avril 2017, pour qui je voterai et pourquoi, et après vous ferez ce que vous voudrez. Voilà. C'est tout. Bon, on a parlé sérieux. Et je voulais... alors, ça fait combien de minutes que j'y suis, là? J'ai juste regardé. Ah, j'ai appuyé sur le bouton. Oh là là, déjà 18 minutes. Je voulais vous raconter une petite histoire sympathique. Un petit peu triste, mais bon, elle est touchante, etc. Allez, on y va. C'est l'histoire d'un Canadien. Ça va faire plaisir à Maribo. C'est l'histoire d'un jeune Canadien qui naît donc dans la ville de Montréal. Il naît dans la partie anglophone de Montréal, que tu dois bien connaître, Maribo. Et c'est un jeune qui grandit, il perd son père très jeune. Il perd son père très jeune, il est attiré par la musique et également par la poésie. Et très jeune, il a envie d'écrire des poèmes. Et il est encouragé par sa famille, en particulier par son grand-père et par ses profs. Et il écrit des poèmes et d'autres poèmes et encore des poèmes. Si bien qu'à l'âge de 15 ans, il est remarqué par un club de poésie, je parle en anglais, poésie canadienne, et il commence à publier. Et ce jeune Canadien se dit « Ah, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire ». Et il continue à écrire ses poèmes. Il grandit, il passe son bac, ce qu'on appelle le bac, et puis après, il continue, et il décide d'étudier à l'université. Si vous avez l'idée de qui je parle, vous me le dites. Il continue, et ainsi de suite. Et il continue à publier des poèmes. Et ces poèmes retiennent de plus en plus l'attention du monde. Il devient un petit peu célèbre au niveau du Canada. Il apprend à jouer de la guitare. Il commence à aimer la musique. Il hésite entre les poèmes et les chansons. Il se pose beaucoup de questions. On lui demande un manuscrit de poésie, un recueil de poésie, bien Maribo. Je ne vais pas raconter sa vie. Juste une petite partie que je trouve très belle.
et ainsi de suite. Donc je résume un petit peu. Finalement, pour ces manuscrits, il doit aller à Londres, il doit se rendre à Londres pour voir les épreuves ou pour signer avec son éditeur, peu importe. Donc il est à Londres, il est jeune, il a 25 ans maintenant, il est devenu assez célèbre avec ses poèmes, il n'est pas du tout célèbre en tant que chanteur, mais là-bas à Londres, une fois qu'il a fini son manuscrit, ses poésies, il se dit mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il hésitait un petit peu. Et tout ça, c'est pour vous dire l'importance des détails dans la vie. Une vie peut basculer sur de petits détails. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais ah oui, d'accord. Il faut bien qu'il s'occupe. Donc une vie peut basculer sur de petits détails. Il se promène dans les rues, London East, et en se promenant dans la rue, il voit un logo, le logo d'une banque. Et sur cette banque, il écrit, alors je dis en français, Banque de la Grèce. Tiens, il se dit la Grèce? La Grèce. Peut-être que ça serait intéressant d'aller en Grèce. Alors, sur ce, il rentre dans cette banque et il va au guichet et il y a le gars qui est au guichet qui lui dit bonjour, je peux vous aider? Et il le regarde, j'allais dire son nom, mais vous avez deviné. Il le regarde et lui dit mais vous êtes bronzé? Et le gars répond dans mon pays, en Grèce, il fait beau toute l'année. Mais vous portez aussi des lunettes de soleil parce que le gars au guichet a des lunettes de soleil, il est bronzé, on dirait un touriste. Et le gars lui dit bah oui parce que mon pays me manque, les lunettes, le soleil me manque, donc je les porte pour me rebeller contre le mauvais temps à Londres. Et ça plaît, ça lui plaît. Il se dit pourquoi j'irai pas en Grèce? Pourquoi pas? Il téléphone à un de ses amis qui il sait a de la famille en Grèce. Et cet ami lui dit, mais il est enthousiaste, mais oui, va en Grèce, vas-y, profites-en, t'as plus rien à faire à Londres, va en Grèce. Aussitôt dit, aussitôt fait, il part en Grèce, il débarque à Athènes, il passe une nuit à Athènes, il visite le classique, et ensuite il va se rendre chez les parents de cet ami à qui il a téléphoné, qui habite sur une toute petite île qui s'appelle Hydra. Il débarque un matin à Hydra, et là il est époustouflé. C'est absolument magnifique. Hydra, donc début des années 60, a gardé le cachet d'une île un petit peu oubliée. Il n'y a pas de touristes, il y a juste les locaux. Et lorsqu'on arrive dans le port, les maisons font comme une arène, vous savez, une arène où on joue au théâtre au temps des Grecs ou des Romains. Donc ça monte comme ça une colline, et les maisons, toutes ces maisons blanches, comme on les voit sur les photos, sont là, agglutinés les unes aux autres. Ça donne un paysage absolument magnifique, une mer bleue, vous imaginez, et quelques locaux, les pêcheurs, etc. Tout de suite, Cohen, je voulais pas le dire, Léonard, on va dire, tombe amoureux d'Hydra. Il rencontre les parents et il s'installe pendant quelques mois. Et non seulement il s'installe, mais il y reste 5 mois. Et au bout de 5 mois, qu'est-ce qu'il fait à votre avis, Léonard? Il décide de s'installer à Hydra. Parce qu'il sent qu'il y a de l'inspiration, c'est bon ici. Et il achète une maison. Ben, vous imaginez dans les années 60, acheter une maison dans une île perdue en Grèce, on est loin du tourisme, il l'achète pour une bouchée de pain. Rappelez-vous, à Hydra, il n'y a pas d'électricité, dans sa maison, il n'y a pas l'eau courante, les toilettes sont à l'extérieur. Donc vraiment, il a acheté ça pour une bouchée de pain. Mais Léonard a une bonne raison d'acheter cette maison. Parce que Hydra, à l'époque, c'est un peu un repère pour des artistes européens ou du monde entier qui viennent, parce qu'il y a une espèce de feeling à Hydra, et ils aiment ça. Et parmi tous ces artistes, il a rencontré un écrivain norvégien, qui s'appelle Alex Jensen, pour être, c'est bien ça que je ne me trompe pas, voilà. Alex Jensen, qui est sympa. Et il est marié, Alex Jensen. Il est marié à une jeune femme qui s'appelle Marianne. Elle est jolie, Marianne. Et non seulement elle est jolie, mais Léonard trouve que c'est la plus belle femme du monde. En clair, il en tombe amoureux. Elle est quand même mariée. Et elle vient d'avoir un bébé avec cet écrivain norvégien, son mari. Coup de chance, Alex Jensen part, pour des raisons
peu importe. Marianne est toute seule. Elle doit élever son bébé, elle reste seule et bien sûr, elle se rapproche un petit peu de Léonard et vous imaginez ce qui va se passer? Oui, une belle histoire d'amour commence. Une passion on fire, comme on dit aux États-Unis ou en Angleterre. Et là, elle devient en quelque sorte sa muse. Léonard se met à la guitare, écrit des textes, écrit des poèmes et va écrire sans doute les plus belles chansons de son répertoire qui sont sorties sur ses 2 premiers albums. Moi, je ne suis pas un grand expert de Léonard, vous savez de qui je parle, Léonard Cohen, bien sûr, et je ne suis pas un grand expert. Mais il l'a dit et répété, cette femme a été sa muse. Vous savez comment c'est, vous aussi, ça vous est arrivé, vous avez été passionné, vous avez vécu l'amour, vous savez ce que c'est, on peut faire tout, on n'a plus de limites. Au niveau créativité, c'est génial, on ira au bout du monde pour l'autre. Et c'est ce que fait Léonard Cohen avec ses mots. Il s'installe avec elle dans sa maison, et donc, l'histoire commence ainsi. Et pendant qu'il écrit ses textes, eh bien, Marianne, elle, s'occupe de la maison, le manger et de son petit bébé. La voici, Marianne, ici même, à Hydra, en 1960, dans les années 60. Norvégienne et la muse de Léonard Cohen. Et comme ça, il y a 2 chansons qui ont marqué. Il y en a une sur son premier album qui s'appelle So Long, je crois que c'est So Long Marianne, que vous connaissez sans doute, vous l'avez entendu, je peux pas vous passer un extrait parce que c'est pas possible. Et il y en a une deuxième qui est sur le 2e album de Léonard Cohen et qui a été écrite, c'est sans doute l'une des plus célèbres, qui s'appelle Bird on Wire, des oiseaux sur un fil. Parce qu'entre-temps, on a installé le téléphone sur Hydra. Donc on a commencé à mettre des poteaux avec des fils. Et un matin, alors qu'ils sont dans la maison, Marianne dit à Léonard, dis donc, c'est joli ces oiseaux sur les fils des téléphones. Il regarde par la fenêtre et il dit, ah oui, c'est joli. Et tu sais que tu devrais écrire une chanson, là, c'est sympa. Et immédiatement, Léonard se met au travail et écrit cette chanson qui deviendra un de ses classiques, une de ses chansons les plus célèbres, Bird on Wire, que vous avez sans doute entendu, même si vous ne connaissez pas le titre. Mais ce qui est plus intéressant, encore plus intéressant, c'est que sur l'album qui est sorti, où il y a cette chanson, un album dont voici la couverture verso. L'album s'appelle Songs for a Room. Et là, vous voyez la chanson Bird on Wire, voici la liste des chansons. Et qui est cette personne? Eh oui, c'est Marianne. Et là, dans la maison où ils étaient, où ils ont vécu les plus beaux moments de leur vie, sans doute. L'histoire a fait qu'ils se sont séparés à la fin des années 60 pour différentes raisons. On ne va pas épiloguer là-dessus. Mais ce hasard à Londres a complètement transformé la vie de Léonard Cohen, qui de poète est devenu chanteur, compositeur, et qui nous a fait très plaisir tout au long de ces années, parce qu'il a une carrière de plus de 50 ans, ce qui est quand même assez rare. Et donc, la vie a continué. Ils se sont séparés, ils ont vécu chacun de leur côté. On arrive en 2016. En juillet 2016, qu'est-ce qu'il apprend, Léonard? Il apprend que Marianne va mourir. Elle est très malade, elle est atteinte d'un cancer du sang, je crois, et elle va mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il va à son papier, il prend un crayon et il lui écrit quelques mots. C'est près de 50 ans après. Et qu'est-ce qu'il lui dit? En juillet, juste là, il y a quelques mois, je vous le lis parce que c'est tellement beau. Marianne, le temps où nous sommes si vieux et où nos corps s'effondrent est venu. Et je pense que je vais te suivre très bientôt. Sache que je suis si près derrière toi que si tu tends la main, je pense que tu pourras atteindre la mienne. Tu sais que je t'ai toujours aimé pour ta beauté et ta sagesse. Je n'ai pas besoin d'en dire plus à ce sujet, car tu sais déjà tout cela. Maintenant, je veux seulement te souhaiter un très bon voyage. Adieu, ma vieille amie. Mon amour éternel, nous nous reverrons. Nous nous reverrons. Marianne est décédée 2 jours après,
qu'on lui ait lu ce poème en juillet. Et Léonard l'a suivi de très près, puisqu'il est mort, il nous a quittés le 7 novembre, et on l'a appris que hier. Oui, je sais, c'est un petit peu triste, mais ce que je veux retirer de cette histoire, c'est la passion, c'est ce feu qu'on a tous en nous et qu'on doit trouver d'une manière ou d'une autre. On l'a tous. Et si vous dites que vous ne l'avez pas, je ne vous crois pas. Parce que je vais finir avec une citation, si je la retrouve, parce que c'est toujours difficile lorsqu'on fait tout en direct, la voici. Il y a une fissure dans tout pour laisser entrer la lumière. Léonard Cohen. Où elle est là, cette fissure? Ouvrez-vous. Il faut laisser passer la lumière. Il faut suivre cette passion, suivre cette lumière, d'une manière ou d'une autre. Avancez, allez-y, n'hésitez pas. La vie est courte, on a plein de choses à faire, on a plein de choses à partager, alors allez-y. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, long week-end, et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Merci en tout cas, j'ai été un petit peu long aujourd'hui, mais je crois que ça valait le coup.